Bonjour Marie-France Tchigouin. Bonjour. Vous étiez rédactrice en chef à l'Observateur et vous voici professeur de français. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous avez franchi la porte d'un centre de réfugiés du 19e arrondissement et vous avez voulu enseigner le français à des réfugiés? Il m'est arrivé ce qui est arrivé à plein de gens. D'abord, rien d'extraordinaire. J'habite pas loin d'un centre de demandeurs d'asile qui est installé dans un vieux lycée, un lycée désaffecté, qui est géré aujourd'hui par Emmaüs Solidarité et où logent 150 demandeurs d'asile, principalement venus d'Afghanistan, du Soudan, d'Érythrée. Et puis, c'est vrai que quand on est journaliste, on est toujours un peu en surplomb des choses. Et là, je me suis dit, ils sont à côté de chez moi. Oui. J'en avais assez de m'indigner dans mon coin sur le sort qui est fait aux demandeurs d'asile en France et en Europe. Je me suis demandé comment je pouvais aider, dans la mesure où mon travail, c'est d'écrire, c'est de travailler les mots. Je suis une travailleuse de mots. Je me suis dit que je pouvais les aider à apprendre le français. C'est une expérience incroyable que vous racontez dans ce livre publié chez Lattès, qui s'appelle « J'apprends le français ». Alors, vous avez dû être contente parce que lors de la journée de la francophonie, Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé le doublement du nombre d'heures d'apprentissage du français pour les réfugiés. Oui, alors espérons qu'il va tenir cette promesse, parce qu'il y a beaucoup de promesses concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile qu'Emmanuel Macron n'a pas tenu. C'est d'ailleurs un des rares domaines où il ne fait pas ce qu'il a dit. La loi asile et immigration est en débat à l'Assemblée, bientôt, elle arrive. On verra ce qui sera retenu de cette proposition. Oui. Passer de 250 heures aujourd'hui à, dit-il, 400, voire même 600 oui, alors, heures. En Allemagne, c'est déjà 600. 200, c'est très peu. On a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est très peu en réalité. Et surtout, pour pouvoir bénéficier des heures de français dispensées par les pouvoirs publics, à savoir l'Office français de l'immigration, il faut déjà avoir ses papiers. Or, aujourd'hui, l'examen d'une demande d'asile dure entre un an et demi, parfois plus. Et dans cette parenthèse de temps, il y a simplement les associations et les bénévoles comme moi qui donnent des cours de français. C'est ce que vous faites donc bénévolement, là, pour le coup. Oui, bien sûr. Hein? Alors, moi, j'ai essayé de construire ce livre, j'ai essayé de le construire comme un roman un peu initiatique, celui d'un apprentissage réciproque, en fait. C'est pour ça que je l'ai appelé « J'apprends le français ». C'est un titre un peu à double sens, parce que moi aussi, j'ai réappris. C'est-à-dire que vous apprenez beaucoup. Ils apprennent, ils m'apprennent. Beaucoup, et qui ne parlent pas du tout, qui ne parlent pas un mot, qui arrivent. Alors, ils arrivent, pour la plupart, certains n'ont jamais entendu un mot de français. Ce ne sont plus des immigrants qui viennent d'anciens pays francophones. Beaucoup viennent d'Érythrée, d'Afghanistan, du Soudan, où ils ont parfois entendu parler anglais, mais jamais le français. Oui. Le français est une langue quasiment d'extraterrestre pour eux. Pour eux, c'est quoi finalement apprendre cette langue? C'est une nécessité parce qu'ils veulent évidemment être français, ou est-ce qu'il y a un véritable appétit? Alors, il y a un véritable appétit d'apprendre. Après ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils traversent encore, ils ont eu des périples et un passé très douloureux pour la plupart, et leur séjour en France n'est pas non plus de tout repos. Ils sont là totalement en suspens, donc quand même une angoisse assez terrible de savoir s'ils vont obtenir ou non leurs papiers, avec un parcours administratif souvent cauchemardesque. Et malgré tout, ils veulent apprendre cette langue. Alors certains, Shah Rukh Khan par exemple, je parle de Shah Rukh Khan dans mon livre, jeune afghan qui a été interprète de l'OTAN et dont la tête a été mise à prix par les talibans. C'est pour ça qu'il est parti. Il a mis un an pour arriver en France, pratiquement à pied pendant tout son trajet. Lui, il adore le français. Il aime cette langue. Il est passionné par les mots rares et désuets. À la fin du cours, il vient me voir, il me dit qu'est-ce que ça veut dire auberge, qu'est-ce que ça veut dire épatant, qu'est-ce que ça veut dire aléatoire. Oui. Et puis pour d'autres, c'est une condition sine qua non s'ils veulent rester en France. Oui, et moi, parce qu'après, évidemment, il faut savoir parler le français. Bien sûr, bien sûr. Mais dans ces cours, moi, j'ai très vite compris que, en fait, ce qui se joue, c'est plus qu'une histoire de vocabulaire ou de grammaire. Ce qui se joue, c'est aussi un lien. Ce qui se joue, c'est un échange et un partage, une connaissance et une reconnaissance. Et entre eux et moi, ou entre eux et d'autres bénévoles. Je pense qu'il se joue exactement la même chose. C'est-à-dire que, et j'en parle dans le livre quand je dis que c'est comme un peu un roman initiatique, quand je parle d'eux, je ne parle pas de l'Afghan, du Soudanais, de l'Érythréen ou du dossier XY. Ce sont des individus à part entière avec leur caractère. Et moi, au milieu, je suis là aussi et je fais un peu partie de cette scène de théâtre, dans cette salle de classe, en fait,
fait, où il y a cet échange qui se produit et auquel je ne m'attendais pas. En réalité, c'est ce que je découvre aussi, et je découvre à quel point ça peut être passionnant et ça peut être un plaisir, cet échange. Et parfois, il y a évidemment des échappées vers d'autres mondes que le mien. La Syrie, le Soudan, l'Érythrée, tous ces pays souvent on a du mal à localiser sur une carte. On a un peu oublié ce qui s'y passe. La guerre du Darfour, on a oublié, elle n'est pas finie. L'Érythrée, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. C'est pourtant un pays, une dictature de fer. Et donc il me raconte aussi tout ça. Et puis ces cours, c'est comme une parenthèse en fait dans ce temps en suspens où ils attendent leur cours de français, où ils peuvent oublier cette angoisse d'avoir ou pas des papiers, où ils parlent évidemment de leur parcours parfois. Oui. Ils en parlent assez peu. Et petit à petit, ils se livrent un peu par bribes comme ça. C'est le français qui permet ça. Oui, c'est voilà. ça, ce sont les mots, c'est ce que vous dites. Finalement, ce livre, c'est un hommage à cette langue, au lien qu'elle permet de créer. Oui, c'est un hommage au français, cette magnifique langue. Et parfois, je ne cache pas mes coups de colère contre cette langue. Très compliquée, si quand même, très difficile. Qui est pleine de pièges, pleine de choses-trappes. Et évidemment, on a un peu oublié nos propres années d'apprentissage. Et puis, on l'a fait aussi un peu naturellement quand on est français. Mais quand il faut apprendre cette langue, on se rend compte à quel point elle est difficile. Contrairement, il y a plein de lettres muettes, par exemple, contrairement à l'anglais. Puis je pense que dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, on place peut-être la barre beaucoup moins haut dans la maîtrise de la langue. En France, on a cette passion de la langue et qui peut être... de l'orthographe. Et de l'orthographe. Et de tout ça, oui. Mais alors, moi, j'essaie, dans mes cours, ce que je donne dans un premier temps, c'est un vocabulaire de base. C'est déjà savoir se présenter, savoir demander son chemin dans la rue, savoir comprendre des questions que vont poser le policier ou le fonctionnaire qu'ils vont rencontrer à la préfecture. Et puis très vite, je me rends compte que ça va évidemment au-delà d'un apprentissage technique. Il y a aussi un partage des codes de la culture française que j'essaie à chaque fois de faire passer, soit dans la lecture de textes. Et ça, vous dites, ça vous apporte aussi beaucoup à vous. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ça qui est touchant aussi dans ce livre. Oui, moi j'ai voulu raconter, rendre hommage à ces parcours souvent incroyables, parce qu'il en faut du courage pour venir jusqu'ici. Et puis quand on quitte son pays comme ça, quand on s'arrache à tout, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Et j'ai voulu donc leur rendre hommage et aussi témoigner de cette France solidaire qui existe. Elle existe, cette France. Il n'y a pas simplement une France apeurée. La question des migrations, c'est une question compliquée. Je ne dis pas qu'elle est simple pour les gouvernements. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'Europe est en dessous de tout par rapport à la manière dont elle affronte ce problème, et que la France est le pays qui, jusqu'à présent, a le moins accueilli. Emmanuel Macron avait eu des mots très forts pendant la campagne. D'ailleurs, les réfugiés, les demandeurs d'asile qui viennent dans mes cours l'appelaient l'homme bon pour les réfugiés. Et puis, très vite, le discours s'est durci, il a changé. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je me suis dit, je vais donner des cours, parce que, oui, moi, je suis journaliste, je suis écrivain, on pourra dire, oui, les beaux esprits qui donnent des leçons, etc. C'est toujours ce qu'on dit. Ok, je me suis dit, moi, je vais y aller. Et ce que je veux dire dans ce livre, c'est que cette expérience de la solidarité et de l'échange, ce n'est pas quelque chose de triste. Évidemment, il y a des moments qui sont chargés d'émotions avec eux. J'ai parfois la larme à l'œil, mais il y a aussi des moments de rire, il y a des moments de partage, il y a des moments de découverte. Et je crois que c'est ça que les citoyens français doivent peut-être commencer à apprendre, et beaucoup le mettent en pratique. Cette France-là, elle existe, et c'est aussi de cette France que je parle dans ce livre. Merci beaucoup, Marie-France Etchegouin. J'apprends le français, publié chez Lattès. Votre témoignage touchant. Merci d'avoir été avec nous.